On a acheté en juillet 84. Il y a eu 1 an de travaux. Il y a un copain de longue date qui était là, qui était un maçon. Il faisait les toitures, tout ça, tu vois. Il m'a dit, tu m'as hébergé pendant plus d'1 an quand on habitait à un autre village. Puis il avait des origines à Paris, tout ça. Il dit, je monte à Paris, je t'achète une pompe qui va se déclencher automatique pour avoir l'eau à la maison. Mais on est resté, plus de 30 ans. On a l'eau de la ville depuis 3 ans à peine. Alors que je suis au syndicat des eaux. Et elle est potable. Tandis que là, elle n'était pas potable. Il nous a fait toute la toiture. Avec les copains, on a tout démonté de ce qui restait. Il y a 15 000 tuiles au-dessus. On a défait les tuiles, la charpente. Il y avait 4 filles, 5 garçons. Les garçons au-dessus, les filles en bas qui récupéraient les tuiles et tout. Mais c'était sympa, tu vois. Ça nous a coûté le minimum, quoi. Il a pas fait de bénéfice, quoi. On habitait la pièce, qui est là, la grande, parce que les gens vivaient que là. Tout le reste, c'était des écuries. Donc il fallait monter chaque pièce, tout ça. Il y avait fait moins 30, là. Il fallait emmener de l'eau dans les WC pour enlever la glace qu'il y avait dedans. Et j'ai planté les premiers arbres en 84-85, l'hiver. À quoi ressemblait l'arboretum au départ ? Un pré qui était classé dans le village, si tu veux. Tu as des parcelles de prés qui sont classées suivant l'herbe. Donc l'herbe, elle vaut plus cher, tout ça. Quand tu la vends, ou c'est des prés de référence. Et c'était une bonne herbe et tout ça, il faisait 9 bottes rondes dedans. Et je bossais en forêt, puis je pouvais pas voir le terrain à nu comme ça. Surtout que je travaillais en terrain argilo-calcaire, mais juste cette parcelle-là. Quand ils ont fait les WC, ils ont retiré la terre, j'ai vu qu'il y avait de la glaise, tout ça. Et puis j'ai ramené les premiers arbres de la forêt. J'ai commencé dans un endroit. J'ai réduit le pré. 3 ans après, peut-être, tout a été planté. À la fin, 2004-2006, c'est un couple qu'on fait un jardin à visiter, toi, qui est connu. Et puis, moi, je leur ai planté les premiers arbres, tout ça, dans les années 80. Et puis, donner des conseils, toi, Et puis, on est restés amis. On habitait le même village. On s'entendait pas tellement bien au départ. Il était prof d'histoire, elle professeur de sport, les intellectuels, tu vois. Alors que dans le village, nous, on était 3 amis. On faisait la fête tout le temps. Nos chiens gambadaient. Les flics venaient, faut attacher vos chiens. Denis, écoute, toi, on était un peu les hippies du village. Enfin, c'était sympa. Et puis, on est resté à bon terme, tout. Un jour, il m'a dit, écoute, tu devrais l'ouvrir, tout ça. Puis, je dis non, je vais attendre un peu parce que c'est pas complet, Je le sens pas, puis je me sens pas. On était acheter avec lui les derniers arbres à l'arboretum qui est à côté de Orléans. Un des plus grands et des premiers en France, tu vois. On était acheter des arbres là-bas. J'en ai ramené qui me plaisaient pour aller dans l'arboretum pour faire une diversification. Bon, il y en a peut-être 2 ans, 3 ans après, ils sont morts. Ils n'ont pas résisté au sol par rapport à l'ombre. Je n'ai pas encore assez travaillé, sur justement les arbres. J'en apprends tout le temps. Il y a des canards qui viennent, des hérons. J'ai vu une fois un martin pêcheur, mais comme c'est pas une eau courante, il n'y a pas ce qu'il faut pour manger, si tu veux. Toi, là, dans la grosse mare que j'ai, moi j'appelle le petit étang, j'ai plutôt des grenouilles, des libellules, tout ça. J'avais mis des poissons, mais ils sont tous morts suite à une sécheresse, tu vois. Maintenant, je l'ai bâché, donc l'eau, elle reste un peu plus. Des chevreuils sont venus se frotter aux arbres pour enlever le velours qu'il y a sur leurs cornes au printemps. Et ils perdent leur bois, mais quand ça repousse, il y a du velours sur les cornes. Donc, il leur faut un arbre qui a la sève un peu collante. Toi, ils le font beaucoup sur les résineux, sur des merisiers. Ils tuent certains arbres, hein. Des gros êtres comme ça, ils arrivent à les déformer. Mais là, c'est plus les cerfs que les chevreuils. J'ai vu des blaireaux, des martres. Je sors il était 6h30, puis j'entendais des pies. Juste là, à côté, dans l'arboretum, comme s'il y avait une présence qui n'était pas désirée, tu vois. Je dis, bon,
J'ai pris les chaussures, j'ai été voir, je cherchais, et je les voyais dans l'air. Et puis c'est en scrutant l'épi, d'un seul coup j'ai vu un animal bouger, et en fin de compte c'était une martre. Elle est passée d'arbre en arbre, tu vois, poursuivie par l'épi et tout ça. Mais c'était génial, j'ai pas pu la suivre. Hein. Un engin comme ça, tu te dis, Tarzan, zéro à côté. Les derniers que j'ai plantés, c'est pour les enfants. Autrement, Pauline, elle a son arbre, à sa naissance, Bastien. Bon, mon beau-père a son arbre parce qu'il voulait un arbre, et c'était un communiste. Il a eu que 3 petits-enfants. Puis il me regardait, puis il me dit « Ah, Denis, j'aimerais bien avoir un arbre à moi. Qu'est-ce que tu veux comme arbre ?»« Oh, je sais pas, c'est toi qui choisis. » Dans ma tête, ça a tout fait casser le tour. Communiste. Il venait de Paris, tu vois, il avait travaillé chez Renault. Je dis bah, « Tiens, je vais te prendre un chêne rouge. » Alors j'ai pris un... Oh, il me dit c'est bien un chêne rouge. Je dis oui, mais attention, hein, René, il vient d'Amérique. C'est pas grave, c'est un chêne rouge. Tu vois, c'était sympa. Alors j'ai planté un chêne rouge avec son nom. J'en ai planté un aussi pour François Mitterrand, un chêne pyramidal. La première fois que je suis rentré dans une forêt, c'est la première fois que j'en voyais, je sais pas ce que ça m'a fait. Tu vois, c'était la forêt domaniale de Flavigny, c'était mon premier chantier. À l'époque, on dégageait au croissant, tu vois, les petits arbres, tout ça. Mais croissant, tu sais, c'est une sierpe avec un grand manche. On n'avait pas de débroussailleuse. On travaillait à 3, on avait une tronçonneuse pour 3. Et j'ai ramené la pierre où on affûtait les croissants. J'ai vu des hêtres, tu vois, mais comme ça. Ah, puis c'est le calme. Ça m'a détendu, tu vois. Il a un verre qui est reposant, que j'ai jamais ressenti ailleurs. Alors surtout pas dans une forêt de résineux. Si c'est que des résineux, je suis angoissé. Je sais pas ce que ça me fait, je me sens comme si je pouvais pas respirer. Tandis que le hêtre, j'en prends plein les yeux et plein le corps. C'est un verre que par rapport à un frêne, par rapport à un chêne, c'est totalement différent. Puis il garde sa feuille un peu l'hiver, surtout dans les jeunes. Une haie en hêtre, c'est drôlement bien. J'en avais fait une pour un copain, parce que tu as la feuille verte et la feuille de l'an dernier. Après, elle tombe. Mais même la feuille de l'hiver, c'est un gris attendrissant, si tu veux. Il a un corps lisse, même chez les vieux sujets, c'est un jeune. L'écorce, il fait beaucoup parce qu'elle t'attire en même temps. Elle t'invite un peu presque dans ses... non mais, tu vas rigoler, presque dans ses bras, tu vois. Est-ce que quand tu marches comme ça dans ton arboretum, t'as l'impression que les arbres, ils te disent quelque chose? Tout dépend comme je suis, moi. Si un jour je me sens bien, je ressens beaucoup plus de choses que si j'étais mal. Comme si tu veux, j'étais pas bien accepté parce que je suis mal. C'est pas qu'ils vont me rejeter, si tu veux. On a perdu beaucoup, je pense qu'on a perdu beaucoup de choses avec l'âge de l'être humain. Dans l'homme des cavernes, tout ça, par rapport à la nature, par rapport aux arbres. Et quand on ressent certaines choses, on n'arrive pas à le comprendre. Et entre les plantes, est-ce que tu penses qu'il y a une certaine communication comme celle entre les arbres? Il y a des rapports, hein, surtout dans les champignons, parce que le champignon est plus dans le sol. Il a un peu le même système racinaire que l'arbre. L'arbre a besoin de champignons, on ne les voit pas, mais il a besoin de champignons et de ses ramifications pour pouvoir aller loin et communiquer aussi. Hein. Regarde, sous un noyer, tu ne verras jamais un petit noyer. Parce que le noyer dégage une matière intérieure pour que ses enfants ne puissent pas se ressemer. Il est fait pour aller ailleurs. T'as l'écureuil, comment la citelle torche-peau, tout ça, tu vois, des oiseaux, des animaux, pour le disperser. C'est pour ça que ça porte un peu la poisse aussi, de dire de ne pas se mettre sous un noyer. Parce que tu peux avoir une température de 15 degrés entre le soleil et l'ombre du noyer, du fait de ces mauvaises ondes. C'est pas des mauvaises ondes, si tu veux. On parle de mauvaises ondes. C'est toujours pareil, c'est par rapport à l'homme. T'as des arbres
ils sont là pour soigner l'ensemble de la nature. Le saule blanc, c'est un arbre que plus personne ne plante, mais il est indispensable à la nature parce que les animaux, les insectes l'utilisent comme médicament. Et le saule blanc, c'est grâce à lui qu'on a fait l'aspirine. Les oiseaux servent, pour certains arbres, je te disais le chêne, pour la dispersion des glands. Pour qu'une graine elle puisse germer, il faut que l'oiseau l'ingère, si tu veux. J'ai fait l'expérience, moi, de semer des graines, tu vois. Ça marche pas. Il faut qu'elles soient ingérées. Il n'y a pas que les oiseaux, il y a les animaux aussi. Hein. Un renard, il va manger une pomme ou les pommes sauvages, des trucs comme ça. En général, c'est ressemé par les déchets. Bon, le vent participe aussi à la dispersion des graines. Les bouleaux, toutes les graines qui sont assez légères sont dispersées par le vent. Et tu penses que les forêts, elles ont une intelligence propre? Je ne parle pas d'intelligence. L'intelligence, elle est parlée par l'homme. On ne peut pas comprendre. On parle d'intelligence. C'est un mot qui vient de l'homme. C'est pas de l'intelligence. C'est dans la nature, si tu veux. Il a su s'adapter. Est-ce que tu as des exemples qui illustrent cette intelligence partagée? Là, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une maladie sur les glands, sur 2 chênes qui sont différents des sols. Le chêne pédonculé qui pousse sur les sols calcaires qu'on rencontre le plus souvent ici, et le chêne Cécile ou chêne rouvre qu'on rencontre dans le Morvan. Alors, c'est la première fois que j'ai pas pu donner un nom. Et un copain est passé avec sa copine, un copain d'enfance, qui habite à Toutry, mon frère de communion, comme je l'appelle. Sa copine, elle s'y connaît pas mal dans les plantes. Et elle a photographié, puis elle a cherché. Elle avait découvert que c'était un insecte qui piquait le gland. Ça forme une gale et ça enveloppe littéralement le gland. Tu te demandes, tu dis, tiens, c'est un extraterrestre qui vient manger le gland, ça l'entoure, ou alors il est à côté, qu'il touche. J'avais su, pareil, par connaissance, à force de lire et tout, que le chêne, il développait un peu des hormones, si tu veux, mais qui appelait certaines guêpes pour le défendre contre des autres guêpes. Je savais que les arbres communiquaient entre eux parce que j'avais lu un article dans un bouquin que les cassia, quand ils étaient pas bien, ou le climat ne s'y prêtait pas, qu'il y avait un manque d'eau et tout, il envoyait un poison dans les feuilles pour pas que les girafes et les antilopes puissent en manger de trop. Par des ondes, il essayait de prévenir les autres quand il y avait un bon vent ou s'ils n'avaient pas attaqué. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que les animaux avaient trouvé le moyen de le détourner justement face au vent. Donc ils avaient compris eux aussi. C'est un peu logique quand tu lis ou quand tu vois les choses. Toi, les arbres, les enfants viennent quand les parents sont prêts à partir. S'il peut en avoir 10 000 qui vont sortir de terre, il y en aura peut-être 2, 3, 4 qui vont résister. Et ça, c'est les parents qui décident. Parce qu'ils vont les aider petit à petit, comme ils sont disposés, suivant la lumière, de quel côté l'arbre va tomber, suivant le raciment qu'il aura pris face au vent dominant. Parce qu'il a toujours la racine dominante, si tu veux, l'arbre. Mais elle est toujours en contrefort face au vent dominant. C'est-à-dire que les vents dominants ici, c'est l'ouest. Donc, il aura toujours la racine dominante face à l'ouest. Pour qu'il soit retenu, tu vois. Regarde, un chêne pourrait s'adapter pour se déplacer. Toi, il se déplace par rapport au gland. Dans la nature, hein. Moi, je ne parle pas de la main de l'homme. Donc, pour se déplacer, certains oiseaux, le geai, on l'appelle le geai des chênes, parce que le geai est comme l'écureuil, fait des déplacements avec les glands en réserve, il va les mettre plus loin. Et c'est comme ça qu'ils se déplacent. Contrairement au bouleau. Le bouleau, les graines de bouleau, toi, il en faut entre 2 millions et 2,5 millions par kilo. Elle s'envole. Il lui faut un terrain nu, qui est personne. C'est pour ça que les premiers arbres sont le bouleau et le pin sylvestre. Parce que le pin sylvestre a un peu de soleil qui pénètre dans son feuillage, mais
fait de l'ombre en même temps. Donc il y a les deux. Il y a des aiguilles, tu vois. Est-ce que ta passion pour les arbres, elle s'inscrit dans un engagement citoyen ou politique? Non, non, parce que justement, à force d'entendre, on défend la nature, on défend la... Les gens voient ça sur des écrans, des images, mais ils ne le vivent pas dedans. Ils ne vivent pas au milieu. Donc ils ne peuvent pas s'apercevoir. Même des professionnels. J'aime pas dans les écologistes, parfois des scientifiques, qui sont complètement en dehors de la question de connaître la nature, si tu veux, telle qu'elle est. Ça me rappelle quand il y a eu le bouquin qui est sorti, La vie secrète des arbres. Il est sorti à Semur, la présidente voulait qu'il y ait un débat, puis elle avait appelé justement le gars, je te disais qu'on était ensemble à Paris, professeur d'histoire, il parle bien, alors il n'a pas voulu, puis il a dit ben non, moi je vais vous présenter un copain. Et puis en fin de compte, j'ai animé le débat. Mais c'était intéressant, parce que je leur ai dit, le film, c'est drôlement bien. Pour les gens qui ne vont jamais en nature, c'est expliqué de telle façon que tu vois la vie des arbres. Il y a des compléments qu'on peut uniquement dire par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on a vécu. Et selon toi, les forêts elles devraient avoir quelle place dans les décisions publiques et l'aménagement du territoire? La bêtise que font à 90% des paysagistes, même des professionnels, les mettent un peu n'importe comment et le long du tronc. C'est une chose qu'il ne faut absolument pas faire. Parce que quand tu plantes un arbre, tu le plantes en général petit, tu vois. Les racines sont au pied. Mais avec l'âge, les racines, elles se développent suivant la nature de l'arbre. Comme le chêne, lui, c'est une racine pivotante. Tu as un noyer qui est haut comme ça, qui sort de terre, tu as la racine qui fait le double. Et pivotante, il y a très peu de radicelles et les autres sont à fleur de peau. Toi, elles sont à 10-15 cm du sol. Tout dépend où ils sont placés. Si tu as l'homme ou les animaux qui passent souvent dans un pré, mettons les vaches, ben, elles vont s'enterrer pour ne pas avoir subir le piétinement. Dans l'arboretum, je fais en sorte qu'autour de certains arbres, à certains lieux, je n'y vais pas, tu vois. Alors, tu as le lierre qui a poussé, tu as des semis des autres arbres qui poussent, tout. Ça devient un peu primaire. Ça peut être sur 5 mètres carrés. Mais tu vois toute la nature qui s'enclenche. C'est ça qui est fantastique, tu vois. Je leur dis aux gens, bon, j'ai fait un chemin, il fait 640 mètres de long, tu vois. Mais de ne pas déborder. Surtout pas, parce que tu peux avoir un petit arbre qui va être là, qui va pousser. Donc, si tu veux, je ne vais pas le conserver, mais je vais le mettre en pot et je le donne pour qu'il soit planté ailleurs. J'ai plein de semis. Cette année, je vais en planter pour la commune. Il y a une autre commune qui m'en a demandé. J'ai des copains, c'est pareil, qui veulent certains arbres et tout. Je dois finir de planter une haie en complément. Je choisis les arbres. Je dis, tiens, il faut ça, parce que c'est des arbres d'ici et tout. Je peux planter un séquoia dans une haie, tu vois. Le séquoia, c'est un arbre qui a besoin d'eau. Moi, je l'ai planté, mais je savais qu'il y avait de l'eau pas loin. Quand on a acheté ici, le pré, il y avait un chemin qui allait sur la route, là. Et j'ai su que c'est un chemin, tous les gens du village venaient, ils accédaient dans le bas du pré, il y avait plusieurs parcelles, parce qu'il y avait de l'eau, cultivaient le chanvre pour faire des cordes. Ben, le séquoia, lui, il a besoin du feu pour se développer. Les cônes du séquoia ne peuvent pas s'ouvrir, même s'il fait 30-35 degrés. Il faut l'apport du feu pour qu'il se développe. Le feu peut avoir une bonne cause aussi. Il renouvelle une partie de la biodiversité et tout ça. Les arbres sont totalement différents en zone calcaire et granitique. Toi, il y a des arbres comme le sorbier des oiseleurs qui poussent naturels en zone granitique, dans le Morvan, qui ne poussent pas en terrain calcaire. Si on en voit autour des villes, tout ça, c'est parce que l'homme l'a planté. Et non, ça venu naturel. Quand tu fais
un arboretum. Ça m'a pris aussi de voir l'évolution de la nature suivant ce que l'homme pouvait y mettre. Certains arbres, il y a certains insectes qui sont venus, qu'il n'y avait pas avant. D'autres espèces de plantes que j'avais jamais vues, toi. Comme il y a 3-4 ans, c'est venu, il y a du chanvre des marais. C'est comme le chanvre indien pour faire du cannabis. C'est exactement pareil qu'a poussé autour de l'étang. Tu vois, j'ai travaillé 30 ans à l'ONF. Ça ne m'empêche pas de la critiquer, et je l'ai toujours critiquée. L'ONF a imposé à la nature de faire tout par rapport aux bénéfices. Le Morvan, moi j'ai dit, l'eau disparaîtra au fil des années parce qu'il y a trop d'arbres qui n'ont rien à faire avec. C'est l'homme qui a imposé ces arbres-là et il enlève toute l'eau. Tu te rends compte qu'une forêt, mettons une forêt de hêtres de 500 fois à 750 hectares de hêtres, majorité à 60%. Eh bien, il produit sa propre eau par rapport à l'évaporation et tout dont il a besoin. Moi, j'ai avec l'ONF, sur des plateaux, planter du hêtre, il n'avait rien à faire sur les plateaux. Parce que le hêtre, il pousse toujours en nord, là où les sources donnent. Moi, je vais dans une vallée, faire du tir à l'arc, toi, et on se déplaçait d'une vallée à l'autre, avec les cibles et tout. Il n'y avait pas besoin de soleil pour dire, tiens, là, on est du côté nord. Là, on est du côté sud, suivant les arbres qu'il y avait, et les arbustes, les arbrisseaux. Tu vois, du côté nord, il y avait des hêtres que tu ne les voyais pas au côté sud. Et les arbres étaient plus petits. Je voyais du cornouiller sanguin, j'ai vu du fragon. Et c'est la première fois que j'en voyais à l'état sauvage. Et le fragon pousse, on l'appelle petit tout aussi. Quand zone sèche et côté soleil. Il faut avoir dans une forêt de tout. C'est-à-dire les arbrisseaux qui commencent de 0,50 m à 2,50 m. Les arbustes, de 2,50 m à 15 mètres. Un noyer, c'est un arbuste. Et les arbres, de 15 mètres. Le plus haut fait 120 mètres. Sur la côte ouest des États-Unis, c'est le séquoia toujours vert. Pas le séquoia géant, parce que c'est un arbre qui a besoin d'eau. Et il en produit de l'eau. Il attire même les nuages par sa condensation et tout ça. Et avoir de la pluie sur lui. Ça, les gens ne l'ont pas compris. Ils l'ont compris au point de vue bois. L'ONF a mis ces arbres-là sur des plateaux, toi, alors qu'il ne faudrait pas. Il faudrait les planter dans leur élément naturel, c'est-à-dire les zones nord et pas les zones sud. Obligatoirement, ils ne vont pas évoluer du tout et ils n'auront pas les ressources naturelles. Pour toi, la logique économique actuelle, elle respecte le vivant ? C'est pas une histoire d'économie, l'histoire du paysagiste, tout ça. Est-ce que c'est parce qu'il voulait vendre? J'avais été voir après, il a planté un métaséquoia. Je dis, mais il est fou. Et ça fait 2 fois qu'il le change, 2 fois il meurt. On insiste. Tu vois, c'est comme si tu coupais les jambes à quelqu'un, puis tu voulais absolument qu'il ait des nouvelles jambes. Mais ça va pas repousser. Faut arrêter là. Maintenant, c'est la vogue au printemps d'avoir de la sève de bouleau. On te vend ça. Je dis, c'est complètement ridicule de vendre de la sève de bouleau. C'est le profit de l'homme. Alors qu'il faut en boire qu'un verre par jour. Faut pas en abuser non plus. Faut pas abuser de son corps. C'est comme tout, hein. Toi, la sève de bouleau, moi j'en récupère et j'en fais pour un copain. Il est avec moi au syndicat des eaux. Il se déplace à l'international, tu vois. Alors quand il revient, et j'y prépare des glaçons, je dis, tu prends tant de glaçons dans ton verre le matin, comme ça, t'as ton verre par jour et tout ça. Alors j'y donne la dose pour 3 semaines, et puis là, il est content. Non, tous les ans, je le fais. T'as de la sève de frêne, de corse, tout ça. Toi, on fait des latex avec du caoutchouc, du chewing-gum. On l'a pas au printemps parce que c'est là qu'elle jaillit et qu'elle est beaucoup plus riche. Tu vois, ça apporte des sels minéraux tant que ça pénètre dans le sol de 2-3 ans, 3-4 ans. Le cas le plus typique que j'ai vu dans les dernières années, là, il n'y a pas longtemps, quand ils ont refait la plage à Pont, ils ont tout aménagé. Je te jure,
rien qu'à passer en voiture devant la plage, j'ai vu les arbres qu'ils allaient planter. D'abord, ils étaient gros comme ça. Bon, ça tu peux. En motte et tout. J'ai dit non, l'année prochaine ils sont morts. Mais l'année d'après ils étaient morts. Hein. Parce que c'était un arbre qui n'allait pas sur le terrain granitique et qui avait besoin d'eau. Et là, sur la roche, un arbre qui a simplement vécu pour l'homme et est mort à cause de l'homme. Et ça va pas. Il n'y a plus de forêt primaire. C'est tout un ensemble. Un arboretum, c'est pas une forêt primaire. Toi. J'aurais pu. Mais je voulais faire connaître un peu tous les arbres et leur expliquer comment vivait chacun avec chacun, qu'il n'y avait pas d'embêtement vis-à-vis des autres. Toi. Tu vois des semis aussi bien un semis de frêne sous un chêne ou tu vois. Et la première chose qu'il faudrait supprimer, c'est la voiture électrique. Pour moi, c'est une catastrophe. On construit de plus en plus d'éoliennes pour produire de plus en plus d'électricité. Moi, j'ai causé avec un ingénieur qui fait des éoliennes, mais lui en mer. Il dit, mais toutes les éoliennes qu'il y a dans le coin, elles servent à rien parce qu'elles sont pas assez hautes. Les pales sont pas assez grandes pour produire le maximum d'électricité. Il faudrait qu'elles soient 3 fois plus grandes. J'ai travaillé dans un endroit où les premières éoliennes ont été installées. J'avais planté plus de 2500 arbres sur la commune vers Saint-Seine-l'Abbaye. 1 an après, 2 ans après, les premières éoliennes, ils sont arrivés, bulldozer, ils ont tout balancé les arbres et tout ça, implanté une éolienne, 2 éoliennes et tout. Puis là, elles sont trop vieilles, ils sont obligés de les changer. Il y a 2 entreprises qui sont venues sur le territoire du Val-d'Arrêt pour installer 4 éoliennes. La mairesse est contre les éoliennes. Moi, je leur ai expliqué, je dis, mais vous vous rendez compte la pollution que vous nous faites là? Déjà, commencez pas le béton. Et le béton, on le retire une fois que c'est fini. J'ai dit, oui, mais vous en remettez des autres dessus. Puis le béton, l'eau qui va dans les sources, elle passe où? Des millions de mètres cubes que vous avez mis dans le sol, l'eau, elle glisse sur le béton, comme ça, et elle pénètre. Mais elle n'aura jamais le temps de bien s'infiltrer. Si tu as une nappe phréatique 10 mètres en dessous, elle n'a pas le temps de traverser les sols. Hein. Et les pales, impossible de les recycler. Les pales, elles sont enterrées avec du carbone. Et en pleine mer, c'est pire. Que tu vois qu'un chêne, pour qu'il soit de bonne qualité par rapport aux exigences de l'homme, il faut qu'il pousse 1 mm par an. Et tu vois le hêtre, contrairement au chêne, lui, il faut qu'il pousse 1 cm par an pour avoir une bonne qualité. Tu vois, chaque arbre est différent par rapport aux exigences de l'homme. Les gens les coupent la moitié de leur âge, c'est comme si on t'enlevait la vie. Tu vois, il a pas vécu toute sa vie. Contrairement à l'être humain, l'arbre donne des glands ou donne des fruits jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à temps qu'ils meurent. Est-ce qu'il y a des luttes écologistes ou des mouvements qui t'inspirent? Surtout pas. Alors là je me cache parce que je te dis en plus, je suis dans le syndicat des eaux et on gère 95 communes. J'en discute avec des maires et tout ça. Ils me demandent conseil parce qu'ils ont des écologistes qui font n'importe quoi. Et ils y connaissent rien. Un écologiste ne devrait pas faire de politique. J'appelle pas ça des écologistes, moi j'appelle ça des têtes grises qui n'ont rien dans le cerveau. Ils connaissent absolument pas la nature. Tu dérègles complètement la nature. On plante du Douglas dans le Morvan pour le produit, pour alimenter une usine qui est à La Roche. Et c'est des camions qui passent de Douglas comme ça, et on replante. Affler la commune, avant c'est moi qui m'occupais des affouages, tu vois. Mais on n'a pas beaucoup. Bon, les gens qui voulaient du bois choisissaient les arbres qu'il fallait couper, tout ça, par rapport à l'environnement. En novembre 2016, le maire me disait « Denis, tu peux pas t'occuper des arbres à partir du 1er janvier 2017, c'est l'ONF. Ils ont imposé à toutes les communes de France que ce soit eux qui gèrent maintenant, parce que c'est les meilleurs. » Et quand il est arrivé, le garde, il en a pris plein son grade. Puis tout l'office en a pris plein son grade. « Ouais, Denis, te fâche pas,
Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont coupé une parcelle de sapin. Tu te rends compte, tout le bois qu'on a vendu, ça nous a rapporté 5 000 € à la commune. Ils nous apportent un devis pour replanter, suivre, dégager, tu vois, les plants, tout. 15 000 €. Tu foutez pas de notre gueule quand même. Vous vous rendez compte? Pour une petite commune, on a un budget de 80 000 €. Alors moi, ce que je vais faire, des plants que j'ai là, ça ne sera pas des sapins ni rien. Et j'irai en planter avec l'aide de quelques conseillers, tout ça. Ce sera plus naturel que de remettre des sapins et tout ça. Et ça depuis Napoléon III. La forêt des Landes, elle ne devrait pas être là. Toute la nature avait fait qu'il y avait des terrains marécageux et tout. Ils n'ont pas voulu que les dunes avancent, puis une production de pin. Comment veux-tu que la nature puisse se repérer? Ou même les insectes, il y en a qui vont complètement disparaître si tu n'as qu'une seule espèce. L'arbre a mis des années et des années pour se faire au climat qui l'entoure. Les insectes, pareil. C'est tout un ensemble. Et tu bouleverses tout par rapport à toi, à l'homme. Est-ce que tu as déjà remarqué certaines conséquences du réchauffement climatique sur les arbres? Après le changement climatique, beaucoup d'arbres disparaîtront, beaucoup de faune et de flore va disparaître. Les frênes sont malades. Je vois des petits frênes qui ont 2 ans, 3 ans, paf, ça y est, ils meurent. Alors, je ne peux plus en donner, je ne peux plus en planter, mais je les laisse se lever. Je dis, on ne sait jamais. Toi, j'ai laissé grandir des ormes champêtres. Je les avais coupés, mais ils étaient secs par la maladie. Ben, c'est revenu. Ça prouve que, même en étant sec, il y avait un brin de vie dans les racines. Et je les ai recoupés parce qu'ils sont morts au bout de 10 ans, 15 ans. Et il y en a d'autres qui sont revenus sur la même souche. J'en avais planté un que j'avais découvert en forêt domaniale de Flavigny. C'était un orme des montagnes. Et je me dis, s'il a résisté, c'est qu'il doit être costaud. Il a grandi, puis il arrivait à un stade, il était gros comme ça, mort. Bon, paix à son âme. Tu dirais quoi aux jeunes générations qui se sentent impuissantes face à l'effondrement écologique? Oui, mais ça c'est un peu de leur faute, parce qu'il faut pas assez attention. Ils écoutent trop ce qu'il faut faire. Alors il faut simplement regarder, parce que le réchauffement climatique, que tu le veuilles ou non, il est provoqué par l'homme. Je te dis pas, tu vas voir l'accélération qu'il va avoir. Parce que là, on est en train de foutre le monde en l'air à cause des besoins de l'homme. Quelles plantes te semblent les plus précieuses pour la santé humaine? Tous. C'est toujours pareil, c'est tout par rapport à l'homme. Je m'occupe toujours de la sève de bouleau au printemps. Mais bon, je ne vois pas toujours si elle est là, je ne vais pas verser l'arbre inutilement, tu vois. Des fois, c'est les animaux qui m'aident. Il y a une fois, l'écureuil était dedans, puis je voyais qu'il grignotait quelque chose. Oh, j'arrivais en dessous de l'arbre. T'avais toute la sève qui tombait, tout ce qui grignotait, la sève poulet. Je dis, bon, d'accord, j'ai compris. Toi, il était en train de faire une cure de printemps aussi. Il y a certaines plantes qui ont poussé ici, que j'ai découvert, que j'avais jamais vu, puis que je me sers, tu vois. Il y a des tas de plantes. T'as 3-4 sortes de plantains. T'as des souvenirs familiaux ou populaires liés à l'usage des plantes médicinales? La kélidoine, toi, j'ai vu une voisine, sa fille qui avait des verrues, elle avait été lécher le toubib, tout ça, elle est brûlée, ça n'a rien fait. Elle avait 3-4 ans, hein. Ça lui a coûté des sous. Puis je dis, t'inquiète pas, tu serais venu à moi, t'aurais fait des économies. Moi, je la laisse pousser, elle vieillit de sa belle mort, mais elle revit tous les ans. Il n'y a pas de mauvaise herbe. C'est uniquement la mauvaise herbe, uniquement par rapport à l'homme. C'est ce qu'il faut se dire. Déjà, à la base, tu te dis, toutes les plantes sont utiles. Il n'y a que l'homme a beaucoup d'inutilité. Tu penses quoi du rapport entre médecine moderne et savoir traditionnel? Il n'y a plus de savoir traditionnel. Même à l'heure actuelle, on enlève beaucoup de choses à l'homéopathie, tu vois. Les gros laboratoires ne veulent pas qu'ils vendent ou des trucs comme ça, tu vois. Mais à l'usine, j'avais rencontré un gars, il travaillait un peu à Monzeron, puis tous les ans, il partait
à peu près 6 mois à Katmandou, à pied. Et puis lui m'a fait découvrir une plante, de la prêle, réduite en poudre, dans les godasses, plus de transpiration, plus rien. Mais ça n'a pas empêché le pied de vivre. Tu penses que c'est possible de transmettre ce savoir sans tomber dans l'appropriation commerciale? Non, regarde la sève de bouleau. C'est comme les girolles. Bon, heureusement, c'est réglementé maintenant. Mais dans les forêts de Châtillon, moi, c'est les gardes qui me l'ont dit, t'as des familles entières, beaucoup d'Algériens qui étaient venus bosser en usine à Montbard. Ils prenaient des jours de congé, le jour qu'il y avait des girolles, et des paniers entiers, des camions entiers qui travaillaient pour les pharmaciens, venaient chercher les cajots de girolles. Pour faire quoi? La pénicilline. Les mecs qui étaient payés au cajot, étaient payés au noir. Retransmettre quelque chose, tu veux plus maintenant. Est-ce que tu as déjà ressenti des forces ou des présences dans les arbres ou les lieux naturels? Je m'en suis plus rendu compte quand il y a eu la visite des sourciers et géobiologues. Parce que leur sentait. Puis moi, je voulais qu'ils m'initient à être sourcier et connaître les courants négatifs, positifs. Il m'a montré un arbre, il dit, tu vois, je vais le faire venir vers nous. Et c'est une entité qui était dans l'arbre. Alors, il a fait un cercle. Tu vas tendre ta main. Il dit, il va venir au milieu, là. Il dit, tu vas le sentir. Incroyable, hein? Il y a un autre sourcier, lui, il sentait le contraire de ce que nous, on sentait. On a senti le froid, et lui, il sentait le chaud. Mais il sentait les mêmes choses. Le principal, il l'a approché avec son doigt. Je peux pas, des fois, trop en parler parce que c'est se moquer, mais moi, je me moquais pas parce que, si tu veux, je sentais, puis je savais que c'était la vérité. Il lui demandait, il dit, comment tu te sens? Bien. Alors que c'est moi qui l'ai planté, toi. Tous les sourciers, la dernière fois qu'ils sont venus, tous m'ont dit, il dit, Denis, tu peux pas savoir comme le bien-être se dégage d'ici, dans ton arboretum et dans ta maison. Tout l'ensemble, il n'y a pas le mal. Aucun mal. Ça m'avait touché parce que c'est pas d'aujourd'hui. Selon toi, il y a une part de sensibilité et d'intuition dans le rapport aux plantes? Ouais, une part d'intuition, puis une part de vécu de l'ensemble de ce qu'il y avait. Même par rapport aux arbres, il y a certains, toi, comme je l'appelle le maître, le chêne. Malgré que j'y ai coupé certaines branches parce qu'elles étaient mortes, je le trouve en pleine forme. Je l'ai touché encore hier, j'ai demandé si ça allait, tout ça. Je dis, t'es pas trop léché par les flammes, je faisais du feu à côté, toi. J'en ai planté, si j'avais su avant, je les aurais pas plantés parce que ils sont déformés par les courants. Il y a un mauvais courant, tu vois. Des branches meurent, il y a des arbres qui sont morts. J'avais un argousier qui est mort parce que les racines ont touché une mauvaise source avec des mauvais courants telluriques. Donc ça l'a fait mourir. Un autre endroit où j'ai un mauvais courant aussi, j'ai planté un hêtre tortilla, c'est un hêtre rare, alors que l'autre à côté n'est pas mort, mais lui est mort. Les sourciers m'ont expliqué parce que il a grandi, ses racines ont pénétré dans le sol. Bon, avec les années de sécheresse, il était beaucoup plus loin pour aller chercher à manger et il a touché le courant tellurique, il est mort. Alors que l'autre à côté, il se touche, mais il n'est pas mort. Après ce genre de situation vécue, est-ce qu'on peut parler d'une mémoire des lieux et des arbres? Je pourrais pas appeler ça une mémoire. Tu vois, c'est toujours par rapport à l'homme. Tu vois, c'est comme une maladie. J'ai connu en 2003, c'est une année de sécheresse. Sur son Bernon, l'ONF m'avait prévenu, c'était au mois de juillet. Denis, écoute, tu travailles dans un secteur, surtout mets bien des gants, ne ramasse aucun champignon, ne touche pas tout ce qui vient de mourir. Si tu vois une tête de cerf, il dit il y a une maladie qui avait 100 ans, qui a été éradiquée, qui vient de réapparaître. Et nombreuses sont des vaches qui en sont mortes parce qu'elles avaient mangé l'herbe et des moutons qui avaient un peu de terre là. Et la maladie, comme elle était remontée, ça attaque le foie et en 2-3 jours, tu meurs. Puis elle a disparu après, avec la pluie, les étés, elle s'est renfoncée dans le sol. Mais elle était remontée à cause de la sécheresse. Ça peut être une mémoire tout en étant vivant. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Ces énergies dont on parlait,
Est-ce qu'elles peuvent être un guide dans notre manière de vivre aujourd'hui? Ouais, mais ça n'arrivera pas parce que l'homme est trop personnel. On a de quoi nourrir 50 milliards de personnes, mais il y en a qui meurent de faim. Il y a trop de blé. Avant qu'il y ait la guerre en Ukraine, moi, on m'avait expliqué qu'à Dijon, ils avaient bloqué les silos pour dire qu'il y en avait trop, donc moins de payer aux paysans, donc récolter plus de blé, le vendre plus cher en farine et ainsi de suite. La spéculation, elle est partout. S'il n'y avait pas de spéculation, tout ça, tu vois, de marchés internationaux, pas l'oublier. Regarde ce qui se passe avec la France et le Brésil. Fais pas attention aux autres. C'est pour ça que l'histoire de ressentir que les gens ressentent, si les gens sont pas vraiment dedans, tu peux pas comprendre. Parmi tes expériences, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais absolument que les générations futures elles retiennent? Je vais pas dire que j'ai de l'expérience parce que moi j'ai l'impression, toi, de tout le temps en apprendre. Et il y a des fois, c'est ce que j'ai appris, un peu, des fois, de contredire de ce que je connaissais avant, ou de renforcer. Donc, j'aimerais, sur les générations, si tu veux, futures, de leur dire, écoutez plus la nature, de pas seulement d'y aller pour prendre un bol d'air, pour prendre, comme beaucoup font, de prendre un arbre dans ses bras, justement pour faire comme tout le monde, ou pour essayer. Non, ça marche pas. Tant que ça marche pas dans ta tête, d'être bien, tu sais, c'est comme les animaux. Les animaux, tu les aimes, ils le sentent. Est-ce que pour toi l'arboretum il représente un refuge, une école, une forme de résistance? C'est plus une passion, et puis peut-être une forme d'égoïsme, tu vois, par rapport à mes connaissances. Mais c'est lui qui m'a apporté toutes les connaissances. C'est comme si j'avais besoin de montrer mon existence par rapport à eux. Ils me servent à m'exprimer. Grâce à eux, je peux m'exprimer, avoir une connaissance en les observant, en les côtoyant. C'est pour ça que j'en ai planté un peu de toutes les origines. Et comment t'aimerais que l'arboretum y vive après toi? J'y pense de plus en plus et je crois pas qu'il vive comme moi je l'ai imaginé. Il va disparaître. Je sais pas, je le sens. Hein. J'ai l'impression qu'eux aussi ils le sentent. Parce que j'en vois de plus en plus qui meurent. Je suis obligé de supprimer et tout. C'est une partie de ma vie. Hein. Tant pis. C'est dommage pour ceux qui restent. Est-ce que tu aurais une leçon de forêt à donner? Non, parce que je me dis que je ne sais pas comment sont les autres. Je te dis, je parle des fois en égoïste. C'est des pensées que j'ai que les autres ont peut-être pas, je ne sais pas. Je me verrais plus discuter avec des gens du cru, tu vois, comme des indigènes ou des gens de l'Afrique, les indigènes d'Australie, tu vois, qui sont plus ancrés. J'ai l'impression de ne pas se sentir dans le monde auquel j'appartiens. J'ai l'impression d'être, franchement, être un extraterrestre. Je suis pas à l'aise parce que je trouve pas quelqu'un qui puisse avoir la même puissance d'amour comme je l'ai. Donc je me sens frustré. Et au bout d'un moment, ton corps, il se dégrade. Ton amour se dégrade. C'est pas évident. Je suis solitaire. Pourtant, je connais du monde, hein, mais je suis tout seul. Tu finis par te renfermer sur toi, d'être tout le temps avec les arbres et puis en parler, tu vois. Ça sert à rien. J'ai du mal à m'exprimer dans les mots, dans ce que je ressens. Et des fois, j'ai de la colère. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens manifestent leur colère, maintenant, il faut qu'ils cassent. Dans les manifestations, tu vois plus les manifestations comme il y avait avant. Comme moi, je défilais avec les copains pour défendre un outil de travail et tout. Maintenant, on parle qu'on va envoyer 50 000 CRS parce qu'il y a une manifestation. Nous, tu avais un corps de police qui nous regardait. Salut, tu manifestais dans les rues de Montbard, dans les rues de Semur, mais il n'y avait pas de casse. La colère était là, mais pas la violence. C'est pour te dire que c'est difficile dans le monde actuel de faire partager quelque chose que les gens au plus à 80% sont en colère intérieurement. Ils vont gueuler après tout.
Puis il y a de moins en moins de communication. C'est quand je vois les jeunes, surtout les jeunes, ils ont une douzaine d'années, tout ça. Tu les vois avec les téléphones portables, mais comment veux-tu leur faire apprendre quelque chose? Quand il y a les réseaux sociaux comme il y en a, que tu vois toutes les images qui défilent et des images qui n'ont rien à voir avec la réalité. Comment veux-tu vivre dans un monde réel? À partir du moment que c'est des images virtuelles, tu peux les produire n'importe où et n'importe comment. Tandis que d'aller toucher un arbre, une écorce, de voir une feuille s'envoler, de voir 3 papillons, top, se mettre ensemble. On voit la beauté sur une fleur, l'abeille qui vient dessus, c'est pas grand-chose, mais c'est tellement beau.